Et bien voilà, le livre essai sur le darwinisme ésotérique est enfin achevé, et figurez-vous qu'il a fallu 17 ans pour arriver à sortir cet enseignement finalement. Donc 17, c'est un chiffre très symbolique, et cela m'a un petit peu impressionné de voir cela. Le livre se compose de 2 parties. La première partie, c'est comprendre le cerveau du futur par rapport à ce qu'on appelle la bascule du sphénoïde. Alors, la bascule du sphénoïde a été mise en évidence par Anne d'Ambricourt, et ça a été l'occasion d'un film célèbre à l'époque, Homo sapiens, la nouvelle histoire de l'homme, et que cette solution par rapport à l'évolution, enfin cette proposition, a été pour moi l'élément déclencheur. Là, nous sommes en 2005. Donc j'ai commencé le livre en 2008, et vous voyez, en 2025, il s'achève. Vous savez qu'en concernant l'évolution, il y a 2 thèses majeures qui s'affrontent. Le darwinisme, avec la sélection naturelle, et le créationnisme qui introduit la notion de Dieu. Eh bien, évidemment, comme souvent, les 2 théories ont raison, toutes les 2, mais il faut les replacer dans un contexte différent de ce qui est dit. Alors pour moi, on va dire, c'est le contexte vibratoire quantique, c'est-à-dire que à l'intérieur des cellules, et c'est ce que je mets en évidence par la palpation, il y a en mémoire le mécanisme d'évolution, donc lové principalement dans l'os, mais à l'extérieur du corps, on a le plan architectural qui est en rapport avec la notion de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si, et en fait c'est comme ça, nous sommes entourés d'un projet matriciel divin en rapport avec notre projet matriciel interne. Les 2 doivent rentrer en résonance pour que notre passage sur Terre se déroule au mieux. Et c'est ce qui est proposé dans, on va dire, la technique vibratoire quantique, dans son côté spirituel, évolutionnisme et créationniste, c'est-à-dire proche de la notion de Dieu, mais un Dieu universel, pas le Dieu de la Bible. Donc la deuxième partie sera, hélas, ce qui s'est passé entre-temps, c'est-à-dire la disparition de Janine par un cancer qui n'a pas pu être maîtrisé, et j'expliquerai pourquoi. Mais finalement, cela m'a obligé à rentrer dans le mécanisme du cancer, voir ce que j'avais loupé, si vous voulez, et proposer une méthode anti-cancer, en tout cas préventif. Je pense que c'est assez au point et que cela pourra servir aux personnes intéressées par cette mécanique d'évolution. Rappelons que le système biotique est un système d'évolution, que le système vibratoire quantique est un système qui nous amène vers notre soi futur, si je puis dire, et que c'est obligatoirement cette philosophie sous-jacente qu'il faut comprendre, accepter et travailler pour arriver à se prémunir du cancer. C'est souvent les gens qui restent fixés, peut-être dans des comportements dopaminergiques, des comportements glucidiques, c'est-à-dire trop de sucre, des comportements inadaptés aux mécanismes d'évolution qui font qu'ils se retrouvent sur Terre ou dans leur famille, à quoi je sers, et cancer, à quoi je sers. Donc voilà un petit peu ce qui est présenté façon, on va dire, Emmanuel Guizot, si je puis me permettre, en deuxième partie. Concernant les cancers turbos, donc l'explosion des cancers turbos, comme attesté dans une dernière vidéo dont je vous mets le lien, parce que je crois que c'est trop dangereux de la diffuser sur Biotique TV, elle est encore très censurée, eh bien, nous pouvons détecter cela dans le sang avec l'analyse de la cohérence quantique pour voir la présence du graphène et des capsules lipidiques. Comme vous l'aurez compris, c'est une fabrication artisanale, c'est nous qui fabriquons ces livres, en fait, vous voyez, c'est une reliure maison. C'est donc confidentiel au niveau de la diffusion pour l'instant et sûrement encore plus tard. C'est une technique hors norme qui s'adresse à très peu de gens.
les gens qui ont eu finalement l'analyse de leur sang, donc qui ont déjà eu un premier contact avec nous, je pense notamment aux gens du Sud à Perpignan, eh bien, on pourra leur envoyer le livre par la poste. Et si je reviens à ce qui s'est passé à Perpignan, parallèlement à l'analyse du sang, pour les personnes qui ont eu le cerveau vibratoire basculé, donc vous vous rappelez ceux qui sont passés dans mes mains la manœuvre, eh bien ils comprendront avec le départ du livre ce qui s'est passé dans leur cerveau et qui a donné tant de résultats positifs. Enfin, j'ai tous les retours positifs de ces personnes et bien sûr, j'en suis très heureux. Et maintenant, en route pour un voyage de quelques millions d'années en arrière, avec Homo sapiens, la nouvelle histoire de l'homme, et la fameuse découverte d'Anne d'Ambricourt sur la bascule du sphénoïde. Nous sommes Homo sapiens, et notre espèce est apparue au terme d'un long processus d'évolution enclenché il y a des millions d'années. Mais que savons-nous aujourd'hui de ce processus ? L'homme descend du singe, soit, mais comment et pourquoi un singe devient-il un homme ? Les scientifiques pensaient tenir une piste solide. Les premiers hommes étaient issus des grands singes qui s'étaient redressés pour survivre dans la savane. L'adaptation au milieu était donc le moteur de l'évolution. Mais aujourd'hui, de nombreux fossiles viennent remettre cette théorie en question et des chercheurs de différentes disciplines s'orientent vers une nouvelle hypothèse. Et si le moteur de l'évolution n'était pas à l'extérieur, mais au cœur de nos cellules ? Une nouvelle théorie voit le jour. Elle nous parle d'une logique interne, d'une mémoire qui continue d'agir en nous. Or, nos mâchoires nous confirment que ce processus n'est pas achevé. Homo sapiens évolue encore. Mais alors, vers quoi évoluons-nous ? Qui sera cet homme du futur qui nous succédera ? Au cours des 20 dernières années, le nombre de fossiles découverts a triplé et leurs révélations font voler les certitudes en éclats. La paléoanthropologie est en crise et chaque réunion de spécialistes dégénère en affrontement. La théorie qui affirme que les grands singes se sont redressés pour s'adapter à la savane se heurte de plus en plus à des faits contradictoires. Ce n'est pas vrai du tout. Toutes ces tendances montrent clairement peut-être un milieu arboré au départ, mais arboré, pas seulement arboré, peut-être en mosaïque. La multiplication des découvertes brouille les cartes, gomme les frontières et oblige à reconsidérer les questions fondamentales. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Qui sommes-nous ? Quelle est la définition pour vous du taxon hominidé ? J'entends par hominidé l'ensemble du rameau humain, parce qu'on peut discuter. On a des collègues qui, dans hominidés, mettent aussi les chimpanzés et les gorilles. Les grottes de Sterkfontein sont un des sites préhistoriques les plus prolifiques de la planète. En 1997, Ron Clark a découvert à 40 mètres au fond de cette grotte un des fossiles qui est venu bouleverser les théories établies. Le squelette intact d'un de nos lointains ancêtres que le temps a transformé en pierre. Il s'agit d'un individu, d'un australopithèque datant d'environ 3,3 millions d'années, qui vivait dans un milieu forestier. Pour une raison ou pour une autre, il s'est trop approché d'une des crevasses qui communiquent avec les profondeurs de cette grotte. Il est tombé et s'est retrouvé piégé à l'intérieur. Il a peut-être survécu ici assez longtemps avant de mourir de faim. Littlefoot est le premier fossile complet d'Australopithèque jamais découvert.
Plus du tout grand singe, mais pas encore humain, la structure de son squelette permet d'affirmer qu'il était déjà redressé. Mais c'est la forme de son pied qui est venue mettre le feu aux poudres, car ce pied était bien plus adapté à une vie dans les arbres qu'à une vie dans la savane. Ce pied nous apprend que son gros orteil était plutôt comme un pouce. Il pouvait s'écarter légèrement des orteils. Il pouvait faire ceci, ce qui était très utile pour aider l'individu à grimper dans les arbres. Considéré comme un des pionniers de la paléontologie moderne, Philippe Tobias a lui-même dirigé les fouilles de Sterkfontein pendant plus d'un quart de siècle. Pour lui, le pied de Littlefoot est loin d'être la seule preuve que les australopithèques vivaient essentiellement dans les forêts. Lorsqu'on prend en compte tous les fossiles d'animaux, de plantes et d'hominidés découverts en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, ils nous montrent un ensemble d'êtres vivants, de plantes et d'animaux qui ne présentent aucun signe d'adaptation à la savane. Which were not savanna adjusted or savanna adapted. Instead, bien au contraire, nous y voyons un ensemble de créatures végétales et animales parfaitement adaptées à la vie dans la forêt. Nos ancêtres s'étaient donc déjà redressés alors qu'ils vivaient encore dans les forêts. Personne n'avait osé imaginer cela possible, car ce point crucial renverse à lui seul l'hypothèse qui depuis près de 30 ans dominait la réflexion sur l'hominisation. Depuis 30 ans, la vallée du Rift à l'est de l'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité, car c'est là qu'a été trouvé le plus grand nombre de fossiles d'australopithèques. En 1974, Donald Johansson et Yves Coppens y découvrent Lucie. Elle est à l'époque notre plus vieil ancêtre redressé. L'East Side Story, ou hypothèse de la savane, devient dès lors la théorie dominante. Elle affirme que l'apparition de la faille du Grand Rift africain a séparé les grands singes en deux groupes. L'un est resté à l'ouest, dans les forêts, mais à l'est, l'autre groupe a dû s'adapter à un nouvel environnement, la savane. Pour survivre et repérer leurs prédateurs, ces singes ont dû se redresser au-dessus des hautes herbes, donnant ainsi naissance aux premiers australopithèques. Cette hypothèse séduisante faisait de l'adaptation au milieu la cause principale de l'évolution, mais les découvertes récentes la remettent complètement en question. L'hypothèse de la savane, avec laquelle j'ai grandi, est morte. L'hypothèse de la savane est dépassée. Vous pouvez ouvrir la fenêtre et jeter l'hypothèse de la savane. Elle n'est plus défendable. Donc si ce n'est pas cela, la raison du redressement de l'homme, si on ne peut l'expliquer ainsi, où en sommes-nous ? Nous sommes revenus à la case départ. En 1983, la paléontologue Anne d'Ambricourt en est justement à la case départ. Comme beaucoup de ses collègues, elle a choisi un sujet de thèse qui s'attache à l'étude de l'évolution des mâchoires de nos ancêtres fossilisés. Cette étude l'amène à effectuer un geste récurrent, en apparence anodin, mais qui va pour elle déboucher sur une découverte fulgurante. Elle retourne les crânes. Donc quand on positionne la mandibule dans son contexte crânien, comme ceci, on retourne le crâne et on essaye de comparer, cette fois non plus la mandibule, mais la base du jeune chimpanzé, du jeune néandertalien,
des jeunes sapiens fossiles. Par ce geste de retournement, elle vient de comprendre que ce qui change du singe à l'homme, ce n'est pas une simple modification des proportions. Ces crânes doivent être envisagés comme des ensembles dynamiques qui, d'une espèce à l'autre, trouvent un nouvel équilibre. Et la clé de cet équilibre est en dessous. Ce qui était vraiment tout à fait novateur, c'était de comprendre que si la forme de la mandibule a changé, la forme de la face supérieure a changé, eh bien c'est d'abord suite à un changement de position des os de la base. Elle l'ignore encore, mais une orthodontiste est parvenue à une constatation similaire. Lorsque des enfants souffrent de mauvais positionnement des dents, c'est en fait la dynamique de croissance de l'ensemble du crâne qui est en cause. Il y a aussi des adultes qui viennent? Non. Ah non, moi je soigne que les petits-enfants. Ah oui. En équipant de très jeunes enfants d'appareils qui agissent directement sur la base du crâne, Marie-Joseph Deshaies parvient à rééquilibrer cette dynamique et obtient des résultats bien plus stables qu'en rectifiant uniquement la position des dents elles-mêmes. On traite des enfants de 6 ans car il nous paraît beaucoup plus simple d'agir à cet âge, même avant l'âge de 6 ans, de pouvoir agir sur l'os lui-même, sur sa croissance. En Europe, 70% des enfants ont des problèmes de positionnement des dents et des mâchoires. Aux États-Unis, 80%. Au Japon, 95%. Une instabilité croissante qui semble avoir débuté à l'époque du Moyen-Âge. Ce ne sont pas des mutants, génétiquement parlant. Ce sont des enfants tout venant. Ce sont tes enfants, ce sont mes enfants. Donc, globalement, on se rend compte que sur toute la planète, les malpositions dentaires sont de plus en plus fréquentes et on a besoin d'orthodontistes partout. Nous sommes face à un constat, il y a encore évolution de la forme de la mandibule et donc de la forme des os crâniens. Ces deux pionnières découvraient en fait un même phénomène évolutif, l'une en étudiant les mâchoires de nos enfants, l'autre celle de nos ancêtres. Quand on compare les espèces fossiles, sans rien toucher à la classification, je n'ai pas touché la classification, eh bien effectivement, on constate une évolution de la forme qui se fait toujours dans le même sens. Chez les premiers primates, la base du crâne est plate. Plus on s'approche de l'Homo sapiens, plus elle apparaît repliée sur elle-même. Et plus la base fléchit, plus l'espèce correspondante est redressée. Ce qu'on a retrouvé en commun, sans le savoir l'une ou l'autre, c'est que dans son travail, elle arrivait à parler d'un phénomène donc de flexion, c'est-à-dire comment cette base ici est en train donc de s'organiser de plus en plus pliée sur elle-même, donc au cours de la phylogénèse. Et moi, au cours de l'ontogénèse, c'est-à-dire au cours du développement du petit enfant, je me rendais compte que cette base, effectivement, elle pliait, mais qu'elle n'était pas forcément pliée, fléchie, avec la même amplitude chez tous les enfants. Chacune de son côté, elles travaillent à documenter, mesurer, analyser ce phénomène. Au fil de l'évolution, la base du crâne fléchit de plus en plus et toujours dans le même sens. Et ce sont les variations de cette flexion qui peuvent expliquer les problèmes de dents des enfants d'aujourd'hui. Mais alors, quelle est la cheville ouvrière de cette flexion ? C'est bien 47, 49, 135, 128. On est dans la marge des... Elles parviennent ensemble à la même conclusion. La base du crâne, comme l'ensemble de la dynamique crânienne, s'organise autour d'un os unique, le sphénoïde. Il s'avère, à mesure que l'on remonte au développement, que l'os, qui est le premier à se mettre en place et qui par sa forme va déterminer la position des autres os, c'est ce qu'on appelle le sphénoïde. L'os, voilà, le plus complexe, mais le plus différencié du crâne. Le sphénoïde, un os caché au centre du crâne. Un os d'une dizaine de centimètres d'envergure. Un os en forme de papillon, placé au niveau des yeux, juste en dessous du cerveau.
Au cours de notre développement, c'est autour de lui que notre crâne puis notre squelette vont se mettre en place. L'os sphénoïdal, c'est donc le pilier central de tout notre grand pulse crânien. En avant de lui, la région du front, latéralement, les os temporaux et les os pariétaux. En arrière de lui, eh bien, toute une série d'os qui vont s'établir sur la colonne vertébrale qui va déterminer notre posture, notre statique bipède. Et il y a une grande articulation. C'est celle qui unit le sphénoïde avec l'occipital. Et ces articulations vont travailler au moment de la mastication, vont travailler, absorber toutes les contraintes, non seulement de la mastication, mais de la bipédie. Même si on a l'apparence d'avoir des solides, en fait, la construction de chaque os obéit à des lois de mécanique des fluides. Donc nous n'avons pas un bloc d'os, nous avons réellement un pulse qui est en train de vivre et de se dynamiser et de bouger. Le sphénoïde, c'est la clé de voûte. C'est sa forme qui a évolué au fil des millénaires. Et chaque fois qu'il a fléchi, il a entraîné l'apparition d'une nouvelle espèce de notre grande famille. Or, phénomène extraordinaire, en 60 millions d'années, le sphénoïde a changé 5 fois de forme, pliant chaque fois un peu plus, et toujours dans la même direction. Comment comprendre la répétition d'un tel phénomène à des millions d'années d'intervalle ? Pour la première fois apparaît un fil rouge qui semble traverser toute l'histoire de l'évolution, des premiers primates jusqu'à l'homme moderne. Mais à quel moment du développement d'un individu cet os fondamental se met-il en place? Et comment? Anne d'Ambricourt se plonge alors dans l'étude du développement de l'embryon et du fœtus. Elle veut découvrir à quel moment précis le sphénoïde acquiert sa forme. En remontant au-delà de la période fœtale, en lisant tout ce qui avait pu être écrit, décrit et publié sur la flexion de la base, j'ai réussi à trouver le moment où le crâne se forme, la base se forme, elle se forme seule, et le moment où on assiste à la flexion est bien décrit, et c'est entre 7 et 8 semaines, c'est-à-dire pratiquement à la fin de la période embryonnaire, juste avant que la période fœtale commence. Le sphénoïde est le premier os qui se forme chez l'embryon. Dans les premiers jours de la vie, il est plat, comme chez tous les mammifères. Puis, le cerveau et le système nerveux s'enroulent progressivement autour et le sphénoïde fléchit. En étudiant le développement de cet os chez différentes espèces de primates, Anne d'Ambricourt découvre qu'il fléchit d'une manière identique, mais avec plus d'amplitude chez l'homme que chez les autres espèces. Comme s'il était guidé par une même dynamique, comme s'il existait quelque part en nous une mémoire de l'espèce, une mémoire du chemin parcouru par l'évolution. Manifestement, il y a une mémoire interne, parce que si cette mémoire n'existe pas, le processus de flexion de la base, j'entends plus important, ne se répète pas. Quand par malheur le sphénoïde de l'embryon ne fléchit pas, voici le crâne de l'enfant qui vient au monde. Il n'est bien sûr pas viable. Le cerveau est à peine ébauché et la mâchoire énorme, des proportions qui rappellent de façon flagrante celles des crânes archaïques. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. On ne voit pas cet enroulement de la bascule occipitale et puis ce plissement donc, au niveau du sphénoïde. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Et puis la grandeur de la mâchoire. Ah oui, oui, très très grande. Hein, très, très grande. C'est étonnant. Et surtout la branche montante. Ça, c'est un caractère primitif, ça aussi, oui, hein, cette branche montante très développée. Et on a quelque chose comme une sorte de petit résumé de l'évolution humaine qui est assez intéressante. Tout à fait. Si la mémoire de cette dynamique s'est transmise au fil des millénaires, qu'elle existe quelque part au cœur de nos cellules, alors cela voudrait dire que le moteur de notre évolution n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de chacun de nous. Notre processus évolutif serait le résultat d'une logique interne qui aurait conduit nos ancêtres d'il y a 60 millions d'années vers l'homme d'aujourd'hui, et qui nous pousse déjà vers l'homme de demain. C'est donc une histoire
constamment interne. Et l'extérieur n'intervient qu'après, de façon seconde. Manifestement, donc ce qui se dégage de cette nouvelle approche, maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est que si l'environnement a un rôle, il n'est pas suffisant. Cette affirmation du rôle prépondérant d'une logique interne s'oppose radicalement à l'hypothèse de l'adaptation au milieu comme principal moteur de l'évolution. Mais alors, pour la question du climat, je reviens sur la question très précise. Est-ce que... À l'Académie des sciences, lorsqu'Anne d'Ambricourt expose ses découvertes et la théorie dans laquelle elles s'inscrivent, elle se heurte à forte résistance. Avec un changement du milieu. Je voudrais dire à Anne d'Ambricourt que je l'ai bien écouté, ça m'intéresse toujours son discours. On est en opposition depuis longtemps à propos de l'adaptation au milieu. Moi, je reste convaincu que l'hominidé, que le préhumain, à ces époques anciennes, est totalement soumis au milieu. I'm sorry, if you imagine that humans, poof, arose at 6 million years ago and stayed humans, it's non-evolutionary. Chacun campe sur ses positions. Pour convaincre, Anne d'Ambricourt sait qu'il lui faut désormais comprendre en profondeur le mécanisme qu'elle a mis en évidence. Décomposer les étapes de l'étonnant mouvement de notre sphénoïde. Mais qu'est-ce qui réactive? Qu'est-ce qui va solliciter cette mémoire? Qu'est-ce qui va réactiver cette mémoire? Ces questions-là, il faut les poser si on veut vraiment comprendre davantage les australopithèques, les hommes, sapiens, et la suite. Donc, voilà. Pour étayer et développer sa découverte, Anne d'Ambricourt multiplie les mesures. Elle cherche à préciser à quel moment successif le sphénoïde s'est plié au cours de l'évolution des hominidés. Les ailes du sphénoïde, petites ailes et les grandes ailes qui vont, elles, sur les côtés. Professor Tobias. How are you? Welcome, welcome. I'm so happy to see you again. Wonderful to see you. After... Bienvenue, welcome to Johannesburg. Thank you. And to Witwatersrand University. Philippe Tobias a toujours soutenu et encouragé Anne dans sa démarche. Lovely fossils. Yeah. Lovely fossils. Il met aujourd'hui à sa disposition l'ensemble de sa collection. Un trésor unique, fruit d'une vie de recherche. A condyle is convex, not concave. That's a very big condyle for an early hominid. Sur cette table, 3,5 millions d'années de notre histoire. Des fossiles originaux d'hominidés qu'Anne peut retourner à loisir pour tenter de mesurer la flexion de leur base. It's like doing a jigsaw puzzle. You've gone a long way. Vous avez déjà parcouru un long chemin depuis notre première rencontre. Mais si vous me permettez de vous le dire, il vous reste encore un long chemin à parcourir. Il lui faudra 20 années de recherche à travers le monde pour pouvoir décrire en toute certitude les transformations du sphénoïde au fil du temps. Mais ce qu'elle découvre confirme ses premiers résultats. L'évolution des hominidés ne s'est pas faite progressivement, mais par grands paliers. Entre chaque fléchissement de la base, une période de stabilité de plus en plus courte. Et chaque fois que le sphénoïde reprend son mouvement, une nouvelle étape dans le processus d'hominisation est franchie. L'histoire que racontent les flexions successives du sphénoïde, c'est l'histoire des grandes mutations qui ont mené jusqu'à l'homme. C'est notre histoire. Voilà l'histoire assez étonnante des mammifères quand c'est la base du crâne qui est plate, qui se met à tourner et qui semble ne plus pouvoir s'arrêter une fois que le processus est enclenché. Cette histoire commence il y a 60 millions d'années. Nos premiers ancêtres, les prosimiens, peuplaient les forêts du monde entier. Ces lémuriens de Madagascar sont les derniers représentants modernes de leur espèce. Ils sont les premiers acteurs de la grande histoire interne, mais leur sphénoïde n'a pas encore plié. Quand on regarde la base, elle est très longue et plate.
Les prosimiens possédaient déjà un point commun avec nous, une ébauche de notre main, ce pouce, qui des millénaires plus tard deviendra indispensable à l'homme. Il y a 40 millions d'années, le sphénoïde se plie pour la première fois et entraîne avec lui la première grande mutation de notre histoire. Ce phénomène ne s'observe chez aucune autre grande famille que la nôtre. Et ce qui ressort dès les premières comparaisons, c'est la perte de la forme plate du crâne. Chez les simiens, la base est légèrement fléchie. C'est l'apparition des singes, des centaines d'espèces qui depuis 40 millions d'années peuplent les forêts de toute la planète. Cette mutation, comme toutes celles qui vont suivre, entraîne l'apparition de nouvelles facultés qui annoncent déjà celles des hommes à venir. Les yeux se sont déplacés des côtés du visage vers la face. La stéréoscopie vient d'apparaître. Et c'est un point essentiel. Le temps semble se contracter. Les grandes mutations de l'hominisation vont s'enchaîner de plus en plus rapidement, comme si l'horloge interne s'emballait peu à peu. Que l'on observe pour la deuxième fois une déformation du sphénoïde. L'ensemble du crâne se développe dans un contexte où la base est plus fléchie. Et le cerveau va se compliquer, et la face va être moins prognate. C'est l'apparition des grands singes. Eux aussi vont peupler la Terre entière. Des dizaines d'espèces dont seules 4 ont survécu jusqu'à nos jours. Les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans et les bonobos. Ils sont nos plus proches cousins encore vivants. Nous partageons avec eux plus de 98% de nos gènes. La flexion de leur sphénoïde a permis le développement d'un cerveau plus complexe. Ils utilisent des outils, élaborent des stratégies et manifestent des signes de conscience ainsi qu'un certain sens de l'humour. On peut déceler chez eux les tout premiers signes qu'une tendance au développement d'une culture est en train de se manifester. Le rythme s'accélère encore. Il y a 6 millions d'années, le sphénoïde plie une 3e fois, toujours dans le même sens. C'est l'apparition de l'Australopithèque. Ce n'est plus du tout un grand singe, mais pas encore un homme. Il ne s'appuie jamais sur ses membres antérieurs, à la différence des grands singes. Il a acquis une certaine verticalité, mais ça n'est pas la nôtre. La base à l'intérieur est fléchie et redressée, mais à l'extérieur, non, si bien qu'il est encore un peu à porte-à-faux. Et quand il se déplace, il n'a pas l'équilibre bipède d'un homme. This is the famous little child. Le voilà, ce célèbre enfant. We have the beautiful little face. Regardez ce merveilleux petit visage. Perfect articulation. Cette articulation parfaite. Et voilà. The brain. Le cerveau. Tang, un des plus précieux fossiles d'Australopithèque. Un bijou de 2,3 millions d'années. Il comprend le seul fossile de cerveau jamais découvert, moins de 500 cm3, encore 3 à 4 fois plus petit que le nôtre, mais déjà beaucoup plus complexe que celui des grands singes. C'est la nouvelle position de son sphénoïde qui a permis son développement. Le cerveau était la clé. Ils avaient cette main qui leur permettait d'utiliser des outils, mais ils avaient surtout un cerveau qui les guidait dans cet usage. Un cerveau qui leur suggérait d'éviter toute confrontation avec les grands carnivores. Et ils ont bâti leur existence avec cette astuce, l'usage de ce cerveau et la culture qu'ils étaient en train de développer. Grâce à ces nouveaux talents,
l'Australopithèque s'aventure dans les savanes environnantes, sans doute pour y chasser. Mais pour encore 2 à 3 millions d'années, son habitat reste la forêt, et c'est dans les arbres qu'il se réfugie la nuit. Peut-être dormaient-ils dans les arbres pour rester hors de portée des léopards, comme le font aujourd'hui les gorilles et les chimpanzés. Ce que nous entrevoyons aujourd'hui, c'est un nouveau modèle de redressement. Avant même qu'ils ne quittent les arbres, ils étaient peut-être déjà redressés jusqu'à un certain point. Ils avaient déjà acquis les caractéristiques d'hominidés qui autorisent la station debout et la marche ou la course bipède. Le règne de l'Australopithèque va durer 4 millions d'années. Sous ce nom se rangent de nombreuses espèces, mais toutes sont dotées d'un sphénoïde similaire. Son intelligence lui permettra d'élaborer des outils plus sophistiqués, mais il ne maîtrisera jamais le feu. On retrouve ces fossiles aussi bien au sud qu'à l'est et au nord de l'Afrique, qu'il semble n'avoir jamais quitté. C'est ce personnage qui portait tout l'avenir en lui. C'est de lui que vous et moi sommes issus. Il y a 2 millions d'années, le temps se contracte une 4e fois. Le sphénoïde fléchit et nos ancêtres se redressent encore. C'est l'apparition de ceux à qui on a donné le nom d'homme, Homo, une appellation qui englobe de nombreuses espèces nommées au gré des découvertes, Ergaster, habilis, Erectus, mais tous ont un sphénoïde qui présente une flexion similaire. Ils ont un bassin différent. Les proportions des membres sont différentes. L'homme est un marcheur. C'est un coureur. Donc, nouvel équilibre bipède, un nouveau développement psychomoteur, et toujours le même scénario. La base du crâne montre un sphénoïde encore plus tourné sur lui-même. Le grand bouleversement qui accompagne l'émergence d'Homo, c'est l'apparition du langage. La nouvelle position de leur sphénoïde a encore augmenté la complexité du cerveau de ces premiers hommes. Elle a aussi en partie libéré leur larynx, rendant possible la parole. Ces femmes sont les dernières à parler le Khoisan, une des langues des Bushman, phonétiquement l'une des plus riches du monde. Elle intègre, en plus de tous nos sons, ceux prononcés par les premiers hommes. Tout un système de claquements de langue et de bouche très sophistiqué qui remplaçait alors les voyelles que les premiers hommes ne pouvaient encore prononcer. You have the dental click, pa, the lateral click, pa, alveopalatal, pa, palatal, pa, and the bilabial, which is specific only to this language, pa. Avant que notre appareil phonatoire ne soit totalement développé, on claquait notre langue contre le palais, les dents et les joues. Pas besoin de voyelles, car on pouvait enrichir ainsi un langage plutôt rudimentaire grâce à ces sons très contrastés. Ces femmes sont les dernières à pouvoir raconter comment l'homme s'est un jour mis à parler. Nou de Bushman, daarvan had hij opgeteld. Had hij die klik van die lauw, zijn bril, zijn staren, daar had hij zijn mond toegemaakt. Nou net zoals die Bushman. Die lauw. Wat is die lauw? En als je erbij schreeuwt, dan kan je horen. Hij zei, Bushman. Toen had ik gezien, hoor die voel, hoe is kinderij voor ons. Hij zei, hier zitten. Als.
Hij had ook zijn klik. Die voelen zijn klik. Al wat schreeuw, kan je horen hij brul. Dat is die klik daar. Nou, de boersman. En die dieren. Hij had die klik. Doué de paroles, d'une pensée élaborée, tailleur de pierre confirmé et chasseur de gros gibier, l'homme suit les cours d'eau et s'aventure pour la première fois hors du continent africain. La conquête du monde vient de commencer. Elle va se poursuivre pendant près de 2 millions d'années. Il y a 160 000 ans, l'horloge interne s'emballe une fois encore. Le sphénoïde fléchit pour la 5e fois. Le cerveau se complique beaucoup plus, il est mieux irrigué. Et naturellement, eh bien, après cette évolution biologique, on va voir également une évolution culturelle très rapide. C'est l'Homo sapiens qui apparaît. C'est l'avènement de la pensée abstraite. L'outil de pierre n'est plus seulement utilitaire et devient parfois objet de prestige. L'art apparaît sur les parois rocheuses du monde entier. Alors peut-on considérer ces traces comme de premiers rudiments d'écriture? Elle n'apparaîtra bien sûr que beaucoup plus tard. Mais je pense qu'ils en ont parlé bien longtemps avant de s'y mettre. Le plus extraordinaire dans la découverte d'Anne d'Ambricourt, c'est qu'elle ne remet nullement en cause la classification traditionnelle des fossiles. Bien au contraire, l'angle formé par la base du crâne devient un critère mesurable d'appartenance à l'une ou l'autre des espèces qui se sont succédées jusqu'à nous. Il apporte par exemple une réponse claire à une des questions qui divisent la communauté scientifique. Le crâne de Toumaï, un fossile de plus de 6 millions d'années prétendant au titre de plus vieil ancêtre de l'humanité, est-il celui d'un grand singe ou déjà celui d'un hominidé? Anne n'a eu accès qu'à des moulages et à des photos de Toumaï, mais elle parvient tout de même à comparer les angles de sa base à ceux des fossiles de son protocole d'étude. Cette base, elle est longue. Elle est trop longue pour un hominien. C'est trop long. C'est un grand singe déformé. Voilà. Pour le moment, avec ces éléments, rien ne permet de penser que c'est un hominien. Cette nouvelle lecture de notre histoire permet aussi de résoudre des énigmes que les théories précédentes peinaient de plus en plus à expliquer. La façon dont l'homme a peuplé la Terre est une de ces énigmes. On sait que les premiers hommes sont apparus en Afrique il y a 2 millions d'années et en sont partis pour coloniser le monde. Les théories classiques affirment que c'est de nouveau en Afrique que l'évolution vers Homo sapiens s'est produite il y a 160 000 ans. Sapiens aurait alors colonisé le monde une seconde fois depuis le continent africain et partout, les hominidés qui l'ont précédé auraient alors mystérieusement disparu. Certains faits viennent contredire cette vision. L'intérêt pour la préhistoire en Chine est récent, 70 ans à peine. Mais les découvertes qu'on y a faites posent de nombreuses questions. Les fossiles chinois montrent que les premiers hommes ont bien atteint l'Asie il y a plus d'1 million d'années. Mais ils semblent aussi montrer qu'ils y ont poursuivi leur évolution vers Homo sapiens, ce qui contredirait l'hypothèse d'une seconde migration. Anne d'Ambricourt est venue ici examiner Dali, un fossile daté de 2 à 300 000 ans, vestige d'une espèce humaine intermédiaire qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est le grand paléontologue chinois Wu Xinxi qui a la garde de ce crâne extraordinaire. Il est très moderne. Par contre, toute la partie de la face supérieure, la voûte, tout ce qui est le cerveau du fœtus et de l'enfant et de l'adulte, c'est resté archaïque.
就没有这样的，没有这样的。那么现代人这里呢是圆凳的 rounded， 啊，那么这个地方是这样的。C'est un plan nucal qui est archaïque aussi. Oui. 所以说，因为他会很熟悉，就是说有2种学说了。Il y a 2 souches de l'homme moderne, car l'homme a continué son évolution après avoir migré et s'être éparpillé dans le monde. C'est ce qui explique l'existence de Dali en Asie et ailleurs de l'homme de Néandertal. Ce sont des histoires différentes. Dali démontrerait donc que les premiers hommes ont évolué simultanément vers Sapiens dans différents endroits de la planète. L'homme moderne n'aurait donc pas un, mais plusieurs berceaux. Marie-Joseph Dehaye s'est également rendue en Chine et les différences qu'elle a observées entre les dynamiques crâniennes des enfants chinois et européens l'amènent à la même conclusion. À Pékin, nous avons vu des enfants qui étaient d'ailleurs plus âgés, qui avaient en apparence la même déformation, mais qui étaient corrigés en un temps record. Donc, on ne pouvait pas expliquer par l'appareillage la différence de réponse. Il y avait probablement au niveau même de la construction du crâne un mode de croissance qui était différent pour nous donner une réponse aussi rapide. Finalement, on va se retrouver avec une construction, un pulse crânien qui ne va pas s'organiser de la même manière si on se trouve dans un berceau européen ou dans un berceau africain ou dans un berceau asiatique. Donc c'est à nous, par l'étude de l'enfant moderne, je pense qu'on va pouvoir comprendre le mode d'organisation de ces différents berceaux de l'humanité en fait. S'il existe plusieurs berceaux de l'homme moderne, alors Sapiens n'a pas colonisé une seconde fois la planète depuis l'Afrique. Cette hypothèse change totalement la carte du peuplement de la Terre par l'homme. Les premiers hommes ont bien quitté l'Afrique il y a 2 millions d'années, mais ils auraient ensuite évolué dans différentes régions de la planète en donnant naissance à un foisonnement d'espèces. Certaines, comme Néandertal en Europe ou les Simanthropes en Asie, se sont éteintes sans laisser de descendance, mais d'autres, en Afrique et en Asie, ont simultanément engendré des hommes modernes. Alors, quelle est cette logique qui conduit le sphénoïde et le crâne à se reconstruire partout et toujours dans le même sens? Comment un tel mécanisme peut-il exister et se transmettre? Pour le comprendre, c'est vers la génétique que les paléontologues se tournent. Il y a une répétition d'une cause. Cette cause génétique, en tout cas elle est mémorisée, elle est donc héréditaire, eh bien on la retrouve, elle est conservée, elle est interne, elle est transmissible. Il est bien évident que la structure du crâne, la contraction de la face, sont certainement contrôlées par des gènes de régulation. Les gènes architectes, les gènes OX, comme on appelle des gènes à homéoboîte, homéobox en anglais, qui sont des gènes qui permettent de contrôler, de réguler le développement des individus au point de vue embryologique. Cet animal est un axolote, un petit lézard aquatique du Mexique. Il a permis la mise en évidence du rôle de ces gènes architectes. Par l'injection d'une hormone qui stimule l'action d'un de ces gènes, on peut modifier profondément le plan de développement de l'axolote. En quelques jours, les branchies situées de part et d'autre de la tête commencent à rétrécir. Puis, rétrécissent encore. Puis disparaissent. L'axolote sort alors de l'eau. Il est devenu un animal terrestre équipé de poumons. Pas besoin de milliers de mutations. Pas besoin de millions de mutations. Mutation de 2 à 4 gènes seulement de régulation change la structure d'un organisme complètement. Ainsi, la mutation de quelques gènes pourrait suffire à expliquer la spectaculaire différence morphologique qui nous sépare du singe,
bien que nous ayons 98% de patrimoine génétique en commun. C'est-à-dire que les mutations qui interviennent au début, sur des gènes qui contrôlent le début du développement, vont être extrêmement importantes. Parce qu'une mutation qui intervient à ce niveau-là peut changer un plan d'organisation du vivant. La question du redressement des quadrupèdes pour passer à une station debout demande toute une série de modifications qui ne peuvent pas être liées à une seule partie de notre corps. Donc c'est très difficile de concevoir que tout ce mécanisme se soit passé d'une façon très très linéaire, graduelle, avec un animal qui, en évoluant, s'est de plus en plus redressé, a de mieux en mieux marché, qui est encore la pensée relativement prépondérante dans ce domaine, plutôt que d'imaginer un changement relativement important qui a fait qu'une espèce, à un moment donné, eh bien, mon Dieu avait les caractéristiques morphologiques suffisantes, nécessaires, pour pouvoir acquérir une station debout relativement stable et puis marcher. Ces découvertes récentes de la génétique viennent étayer la vision d'une évolution vers l'homme moderne par grandes mutations. Ces paliers qu'Anne d'Ambricourt mesure dans les fléchissements successifs du sphénoïde. Mais comment pourrait se transmettre la logique interne qui anime ce processus? La programmation de cette logique interne, c'est en fait la sorte de bande magnétique qui doit être lue d'une façon ou d'une autre et qui est transmise donc de parents à enfants et qui existe dans toutes nos cellules, c'est notre ADN. L'embryon, il a un problème devant lui, qui est un problème formidable, c'est d'arriver au bout sans savoir qui va y arriver et sans savoir qu'est-ce que c'est le but. C'est une machine qui se met en route, qui est auto-alimentée et puis qui passe par des étapes qui en entraînent d'autres, donc qui suivent une sorte de logique, une sorte de canalisation qui fait qu'on va toujours au même endroit parce que la solution à cette équation, elle est relativement unique. Si on se trompe à un moment donné, c'est perdu. Sur le plan évolutif, on pourrait penser que c'est ce qui est arrivé aux hommes de Néandertal. Ces hommes d'une autre espèce cohabitaient encore il y a 30 000 ans avec nos ancêtres sapiens européens. Puis, ils ont disparu sans descendance. Peut-être n'était-il tout simplement pas la bonne solution. Sur l'ensemble de l'évolution, on constate le même phénomène. Il y a eu bien plus d'espèces qui ont disparu, qui se sont montrées incapables de survivre à de violents changements de climat ou de milieu, que d'espèces qui ont bénéficié des bonnes mutations et ont survécu. L'évolution est une exception. C'est l'extinction, la règle. Ce que la découverte d'Anne d'Ambricourt met en évidence, c'est qu'en ce qui concerne l'évolution de l'homme, la bonne mutation semble avoir été chaque fois dans la même direction. Il y aurait donc un axe, une dynamique globale que suit partout l'évolution? Une question troublante que sont aussi amenés à se poser tous les chercheurs qui étudient l'apparition de la vie ou l'histoire de l'univers. Je suis convaincu que cette histoire de la vie est passée elle-même, comme l'histoire de la matière inerte, du plus simple au plus compliqué. La meilleure preuve, c'est que tous les fossiles des 3 premiers milliards d'années sont des fossiles unicellulaires, et il faut atteindre le 4e milliard pour avoir des fossiles pluricellulaires, autrement dit des êtres vivants qui ont été multicellulaires. Et cette loi vraiment générale, à notre univers en tout cas, se lit aussi bien dans le ciel que sur la terre, que dans l'histoire de la vie et l'histoire de l'âme. Ainsi, il y aurait des lois générales, comme celle de la complexité croissante, qui organise à la fois la vie et le monde de la matière. Des lois que nous constatons sans encore les comprendre, qui articulent notre histoire, comme celle de notre univers.
Et c'est en suivant ces lois que notre sphénoïde, un jour, se pliera de nouveau, pour donner naissance à l'homme qui nous succédera. Ce processus n'a pas de raison de s'arrêter à Sapiens. On sait que dans quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années, je ne sais pas, le temps là, par contre, n'est pas connu, on est tout à fait en droit de penser que ce sont des populations qui vont évoluer de façon simultanée, synchrone. Alors, vers quoi évoluons-nous ? Ce que nous savons de notre évolution passée nous permet-il aujourd'hui d'imaginer ce que sera cet homme à venir ? On va peut-être probablement évoluer encore dans notre forme. Je pense que la forme de visage n'est pas aboutie. Ça, par contre, la forme de visage n'est pas aboutie. Et la forme de la mâchoire supérieure, je ne sais pas comment elle va évoluer avec le brassage populationnel. Par contre, dans un temps immédiat, la construction et le nombre de neurones qui est en train donc de, je dirais, se multiplier, ça par contre c'est de l'immédiat. On a quand même vraiment, sur le plan cognitif, on a l'impression que le câblage neuronal se fait vraiment tout de suite d'une manière accélérée. Donc l'évolution cognitive du petit enfant, l'évolution neuronale, eh bien oui, là on peut miser là-dessus dans les temps présents très proches. Impossible de dire quand notre sphénoïde fléchira à nouveau. Mais comment ne pas penser que les modifications actuelles de nos crânes sont peut-être les signes avant-coureurs de notre prochaine grande mutation ? Les tendances amorcées il y a 5 millions d'années, accroissement de la capacité crânienne, verticalisation de la face, arrondissement de la partie postérieure du crâne, réduction du massif dentaire facial, sont des tendances amorcées et qui se poursuivent et qui se poursuivront. Nous serons dans 1 million d'années, si la Terre n'a pas explosé, eh bien on aura des crânes qui seront extrêmement hauts, extrêmement bombés, avec des mandibules extrêmement petites. Les scientifiques prévoient que nos cerveaux vont se complexifier encore. Cet homme au grand front partira-t-il, comme ses ancêtres, à la découverte de nouveaux mondes ? L'Homo futurus sera-t-il l'humanoïde que nous avons rêvé ? On peut imaginer aussi plein de gadgets électroniques à mettre sur la peau, sous la peau, sur les organes, dans les organes, à la place des organes. Pour la première fois depuis les débuts de la vie, un être, l'humain, a peut-être le pouvoir d'agir sur sa propre évolution. Capable, grâce à ses progrès techniques et scientifiques, d'intervenir au cœur de la cellule, ne va-t-il pas tenter de modifier le cours de cette aventure intérieure ? Sapiens laissera-t-il à cet Homo futurus le temps de lui succéder ? Si l'homme ne réussit pas à contrôler sa démographie et de préserver les qualités de sa planète, il risque de disparaître. Et c'est-à-dire que le monde redeviendra ce qu'il est, effectivement, un monde de bactéries et d'arthropodes, des insectes. On peut aussi espérer que ces êtres humains auront une conscience de leur berceau, qui ne sera plus l'Afrique, mais qui sera la planète. C'est l'usage qu'il fera de ce cerveau qui sera déterminant pour sa survie et son adaptation. C'est là la vraie leçon de l'évolution humaine. Il faut transmettre aux enfants, j'entends par le langage, leur transmettre les mécanismes de la survie et leur transmettre le sens profond des rituels, de l'esprit et de l'élan spirituel qui sont en train de devenir de plus en plus déterminants pour la survie de l'homme. C'est là qu'est notre avenir. Nous sommes Homo sapiens, et nous sommes les premiers à avoir un cerveau assez complexe pour nous permettre de questionner l'histoire de notre propre évolution. Mais avons-nous la capacité d'atteindre les réponses ? Ou devrons-nous toujours buter sur des limites qu'Homo futurus dépassera sans doute, comme des évidences ?